Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Je suis Émilie Chénaud, sophrologue depuis 2015 et passionnée des sujets qui touchent la conscience, sa découverte, son émergence et l'éveil de ses pleins potentiels. Je suis intimement convaincue qu'en s'engageant dans l'exploration des dimensions intérieures de notre être, nous pouvons y trouver des trésors inestimables, recélant des pouvoirs insoupçonnés. Suivez-moi dans cet instant suspendu au cœur de vous-même. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mise entre parenthèses, un épisode qui va être un véritable boost pour tous, je l'espère, puisque nous allons discuter de préparation mentale. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Almqvist. Bonjour Anne. Bonjour Émilie. Alors, merci d'avoir accepté de nous partager tes connaissances et toute ton expérience sur le sujet. Alors pour te présenter brièvement, mais on va dérouler un peu plus au fil de l'épisode, donc tu as 57 ans. Tu as commencé ta carrière comme infirmière, animée depuis toujours par le lien à l'autre, la relation à l'autre. En 1998, tu te formes à la sophrologie auprès d'Alfonso Caicedo, donc, qui est le fondateur de la sophrologie. Tu quittes l'hôpital pour ouvrir ton cabinet. Et puis ensuite, en 2004, tu fondes l'ESA, donc l'École supérieure de sophrologie appliquée, que tu diriges jusqu'à aujourd'hui encore, mais tu nous confies aujourd'hui qu'après un fort besoin de retourner sur le terrain, tu quitteras la direction de l'ESA à la fin de l'année. Donc je précise à nos auditeurs qu'on enregistre, on est en avril 2025, donc fin 2025, tu quitteras la direction pour revenir sur le terrain. Alors, tu as aussi conçu le programme Mind Up Trainer auquel j'ai participé, dédié du coup à la gestion de la pression liée à la performance, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, dans l'éducation, mais ça, on va y revenir aussi puisque la préparation mentale, c'est pas qu'une histoire de sport. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des sportifs de haut niveau et des équipes en entreprise, voilà, avec ce fort désir de revenir pleinement sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure. Alors peut-être qu'Anne, on peut revenir un petit peu plus précisément sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la préparation mentale précisément? Alors déjà, je te remercie Émilie de cette invitation. Ça me fait plaisir d'être là pour animer avec toi ce podcast sur la préparation mentale qui est aujourd'hui bien médiatisé depuis les Jeux Olympiques 2024. Eh oui. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'amène à la préparation, qu'est-ce qui m'a amené à la préparation mentale? Parallèlement à tout mon exercice professionnel dont tu as fait part, j'ai commencé le tennis à l'âge de 8 ans. Ok. Voilà, un sport qui mentalement est difficile. Voilà, parce on est face à soi-même, face à l'adversaire, mais surtout, on combat beaucoup notre mental, nos peurs, nos émotions, et avec des consignes, bien sûr, des entraîneurs, de nos parents, de se concentrer, de ne pas s'énerver, Ouais. voilà, sans avoir vraiment de pistes. Oui. Alors j'ai en tête que le tennis est vraiment réputé, ouais, pour amener une pression mentale. Les joueurs sont vraiment à fond jusqu'au bout et il faut tenir les matchs. Ouais. Oui, c'est un sport où on gagne, on perd, on gagne, on perd. Il faut Ça. gérer la frustration. C'est même un sport où on peut perdre alors qu'on a gagné plus de points que C'est notre ça. adversaire. Mm. Donc voilà, des choses pas faciles à digérer. Et on sent vraiment que le mental, après, dans tout sport, mais aussi, je dirais, dans toute discipline, que ce soit professionnelle, que ce soit une discipline artistique, ou alors lorsqu'on passe des examens. Mhm. Le mental a un pouvoir de mettre en valeur nos compétences, nos qualités, mais aussi a le pouvoir de faire tout basculer. Eh oui. Mm. Ok, donc du coup, tu commences le tennis petite, tu continues, tu poursuis le tennis. C'est ça qui t'amène du coup à aller vers la préparation mentale. En lien avec la sophrologie, est-ce que c'est les outils de sophrologie qui t'ont aidé comment ça s'est fait ce lien? Alors, comment ça s'est fait? Donc, bien sûr, la préparation mentale, je n'en ai jamais fait Mhm. dans mon histoire de tenniswoman. Oui.
jusqu'à ce que je me forme à la sophrologie. Ok, Là, j'ai commencé à vraiment faire du lien, à tester sur moi-même. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur de tennis qui est fabuleux, qui s'est d'ailleurs formé à l'ESA, avec qui j'ai animé beaucoup de projets. J'ai co-animé avec lui un week-end auprès d'enfants. ok, Et j'ai animé des ateliers sur la concentration, voilà, jusqu'à ce que le comité tennis du Val-de-Marne voit mes vidéos et me demande de faire ces prestations donc auprès d'enfants. Et d'accord. là, moi, c'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis dans la formation professionnelle. Par contre, je peux former vos entraîneurs de tennis. Donc, j'ai déroulé tout un programme, conçu tout un programme pour les tennisman dans un premier temps, enfin les Ok. entraîneurs de tennis, de manière à ce qu'ils euh, puissent proposer aux plus jeunes Mhm. un entraînement mental, mais qui s'intègre directement dans la pratique, dans l'entraînement. En fait, Ok. c'est un Ouais. entraînement dans l'entraînement, de manière à ce que ça ne soit pas dissocié. Souvent, la préparation mentale ou l'entraînement mental Mhm. arrive lorsque les joueurs commencent à faire de la compétition. Oui. Alors, c'est bien, vaut mieux tard que jamais. Mais si on commence dès le départ à entraîner la concentration, à accueillir les émotions, euh, mais surtout, la force de l'entraînement mental, ça sera la concentration sur la bonne cible, Oui. Ok. qui permettra de mettre de côté, on dit en sophrologie, faire l'époquet Oui. de distracteurs externes, de distracteurs internes, pour rester focus sur la tâche à réaliser, là, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et d'où l'intérêt du coup de le travailler à l'entraînement, comme tu disais, l'entraînement dans l'entraînement et que ce soit pas dissocié du terrain, puisque sinon ça s'intègre pas dans la pratique. Il y a aussi cette Ça notion. s'intègre, mais c'est une charge complémentaire, en Oui, c'est ça. fait, Mm. alors que ça pourrait être des compétences hein, qui se développent au cours de l'apprentissage. Et si on développe ça dès le jeune âge, bien sûr, la force est là. On parle de muscler. Alors, c'est pas moi qui utilise ce terme, Mhm. c'est Jean-Philippe Lachaud Ok. qui utilise ce terme-là ou euh, qui a commencé à utiliser donc ce terme de muscler son attention, de stabiliser l'attention pour ne pas s'éparpiller. Et alors, mais comment on stabilise cette attention? Comment on Mhm. va muscler cette attention pour être concentré le plus longtemps possible ou du moins revenir à une concentration? Du coup, là, on est sur les prémices de Mind Up Trainer du programme quand tu crées ça avec les entraîneurs de tennis. C'est ça qui t'a permis d'élaborer la formation et ensuite de la proposer. Oui, donc, donc ce Mind Up Trainer donc, est destiné aux entraîneurs de tennis, mais il est destiné aussi aux sophrologues, Mhm. euh, alors, et pas seulement dans le domaine du sport, comme tu le disais dans l'introduction, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'éducation, puisqu'on développe vraiment des compétences à muscler cette acuité attentionnelle, à alors, gérer ses émotions, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, réguler ses Mm. émotions. Mais bon, moi, gérer des émotions, ça ne me pose pas de problème parce que D'accord. dans le sport, il s'agit vraiment de gérer très, très vite Ok. euh, Mm. pour être opérationnel, puisque les interactions sont très rapides. Donc, travailler également sur la motivation. Voilà, ça a été tout ce programme, donc Mind Up Trainer, pour lequel tu t'es formé d'ailleurs. Oui, Hein. tout à Je sais fait. que tu es sensible à cette approche puisque tu es toi-même formé pour accompagner les sportifs que tu suis depuis un moment. Oui. Juste, je voudrais rajouter, donc au niveau de Mind Up Trainer, il y a une partie qui est importante aussi, c'est la gestion du dialogue intérieur. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu cette question-là du dialogue intérieur? Ouais, Tu c'est veux que je quoi ce creuse? dialogue intérieur? Mhm. Qu'est-ce qu'on entend par le dialogue intérieur? C'est les pensées qui viennent? C'est pour expliquer à nos auditeurs. C'est ça, donc les pensées, les croyances, les jugements, Mhm. qui interviennent souvent dans une période de vulnérabilité sur un Oui. match. Hein. Il y a des Mm. périodes, il y a des temps forts et des temps faibles. Lorsqu'on est en temps fort, tout se passe avec beaucoup de fluidité. Et puis lors de temps faibles,
D'un seul coup, le dialogue intérieur se met en marche, commence à juger, à donner des conseils, et puis ce qui crée une véritable dualité et le fait aussi d'être justement, euh, ça nous amène à être concentrés, à écouter cette voix intérieure. Alors les tennisman, on les entend crier même, hein, on Oui, les entend oui. parler à haute voix, donc le dialogue intérieur, il devient, il s'extériorise. Extériorise, oui. Et on voit bien que là, c'est contre-performant. Ok, Comment faire taire ce dialogue, c'est difficile. Et du coup, je reviens à la concentration. Alors, pour ne oui. pas être concentré sur ce distracteur interne Mhm. euh, et être concentré sur des sensations plutôt de fluidité, de plaisir, puisque dans mon approche de performance mentale à travers la préparation mentale, je ne dissocie pas la notion de plaisir qui vraiment est un tremplin pour la Ouais. performance. Ah oui, ça, je crois que c'est vraiment la notion essentielle à retenir. En tout cas, je le vois avec les sportifs que j'accompagne. S'il n'y a pas le plaisir, c'est absolument contre-productif et c'est un cercle vicieux qui s'engrange. Il y a vraiment cette notion de plaisir à essayer de garder au maximum jusqu'à la compétition, jusqu'au match, jusqu'au combat, quel que soit le sport, vraiment d'avoir cette notion de plaisir. Ouais. Ouais, ouais. Et oui, et où se trouve le plaisir? Exactement. Pas Le plaisir, forcément il là se où on trouve, pense. ouais, il se trouve dans les sensations, il se trouve surtout pas dans ce dialogue interne qui juge, évalue, conseille, énerve Mhm. d'ailleurs. Et même quand le dialogue interne est positif, hein, tu vas y arriver, par exemple, hein, Oui. ça met une pression qui ne rend pas les choses agréables. Le plaisir se trouve dans les sensations, dans la sensation de fluidité, Mm. dans la sensation de concentration aussi, Mm. d'être dans l'instant présent. On dit d'être dans le match, d'être dans l'ici et maintenant. Euh, voilà, et c'est surtout pas dans ce dialogue intérieur. C'est l'essence qui nous amène à être dans ce contact avec la réalité qui se vit, et je dirais même avec la réalité qui se joue. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment ça, un retour au sens, un retour à la présence à soi, qui permet de mettre de côté du coup cette petite voix intérieure qui s'invite là pendant le match. Je trouve que c'est un des distracteurs les plus forts. En tout cas, je le vois sur les sportifs que j'accompagne, hein, qui est vraiment très présent, la petite voix intérieure là, et qui peut tout faire basculer, comme tu le dis, en un rien de temps. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de repérer, souvent, cette petite voix intérieure, elle répète un peu les mêmes choses. Oui. Donc, du coup, on peut facilement identifier cette petite voix. L'objectif étant de la désamorcer au plus vite. Bien sûr, donc en identifiant tout de suite lorsqu'elle commence à bavarder et de manière à ne pas rentrer dans ce dialogue intérieur, mais plutôt revenir à une écoute des sensations. Et ça ne s'entraîne pas sur un match, hein, ça ne s'entraîne pas sur un tatami, ça ne s'entraîne pas lors d'une conférence, hein. Ça s'entraîne en amont, Mhm. lors de l'entraînement. Alors que justement, à l'entraînement, le mental se tait plutôt, Oui. hein, il est plutôt absent, sauf lorsqu'il n'y a pas de réussite. Mm. Là, il est très présent, très volubile, très expressif, hein. Et c'est justement lors de ces entraînements qu'on doit s'entraîner. C'est une opportunité, justement une perche pour aller s'entraîner à revenir sur ces sensations. Yes, Ça ok. demande une discipline, c'est complexe, c'est une discipline à part entière. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc on a cette petite voix intérieure. J'ai aussi la notion de motivation là qui me vient. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette idée de motivation? Est-ce que la motivation est un pilier pour le mental? La motivation est un pilier pour le mental et on sait que la motivation, elle peut être en dents de scie. Alors sur certaines disciplines où le combat est très court, Mhm. ça peut aller très très vite, ça peut basculer. Une Oui, motivation qui m'est propre, elle peut varier dans le temps du match. oui. Sur un match en équipe, la motivation peut varier en fonction de l'équipe, hein, Mhm. puisque la motivation va s'exprimer dans le corps. On dit qu'il y a 20% de la communication qui passe par le langage, 80% par le corps. Et donc, on peut vraiment lire
l'expression de motivation, la communication de la motivation par le corps. La motivation, on parle de deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Mhm. La motivation intrinsèque, c'est celle pour laquelle on fait toutes nos tâches justement sans ce dialogue intérieur. On les fait avec plaisir, avec passion. On est même attiré par la tâche. La tâche nous attire. Ok. Mhm. La motivation extrinsèque, par contre, c'est il faut que, je dois, Ouais, il ouais. faut que je le fasse, je devrais le faire. Alors je vais le faire. Et donc cette motivation extrinsèque, elle peut venir de l'histoire familiale, elle peut venir du contexte social. Il faut faire du sport, il faut être bon, il faut être performant, il faut s'entraîner. Mais cette motivation, elle est bonne, mais elle n'est pas durable. Ok, c'est ça. Parce On que, la néglige pas malgré tout, mais c'est pas celle qui va durer dans le temps. voilà. Et du coup, alors que la motivation intrinsèque, elle est vraiment durable. Et je pense on en a tous, on pourra tous les identifier. Moi, Mm. personnellement, c'est mon jardinage. C'est mon jardin, en fait, il m'appelle. Je me dis pas, il Mm. faut que j'aille dans mon jardin jardiner. C'est vraiment, ça m'appelle. Voilà. Quand je me suis mise à la piscine, je sens vraiment la différence. Voilà, il faut que j'y aille. Je me suis mise des créneaux horaires, voilà, des temps précis que je dois inscrire dans mon agenda. Oui, du coup, il y a une Sinon, forme le de, risque, de discipline qui est beaucoup plus intense parce que sinon, ça tient pas. C'est ça? c'est ça. C'est une sorte de préparation mentale. Je me Mm. prépare mentalement, c'est inscrit dans mon agenda et je le fais parce que j'en ai besoin pour ma santé. Voilà, donc du coup, c'est d'extrinsèque. Mm. C'est parce que je sais que pour ma santé, c'est nécessaire. Même si la motivation de la santé est intrinsèque, c'est quelque chose Oui. qui pour moi est très fort, ça reste extrinsèque parce que je suis dans le devoir. Alors, je suis fière de moi parce que j'y arrive. Je mets des petites choses en place pour pouvoir y arriver. Et la Ça peut... motivation peut aussi évoluer au cours des années. Enfin, je prends mon exemple où il y a quelques années, en pratiquant le taekwondo, j'avais une certaine motivation. Et puis quelques années plus tard, j'avais toujours en tête cette motivation, mais je me suis pas rendu compte qu'en fait, elle avait changé. Et du coup, je prenais plus de plaisir. En fait, ma motivation intrinsèque était devenue extrinsèque en quelque sorte. Et il a fallu que je fasse un petit travail d'introspection pour réajuster ma motivation, retrouver un nouvel élan, une nouvelle forme de plaisir pour retourner m'entraîner. Donc il y a ça aussi Ah, au fur et à mesure, peut-être qu'il faut garder, être vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour garder cette notion de plaisir et de motivation. tu as tout à fait raison. Et peut-être que j'imagine, mais peut-être que je me trompe, tu me diras, est-ce que c'est pas au moment où tu as commencé à faire de la compétition et à être dans une quête de Oui, si, performance? ouais, ouais, bien sûr. Puisque, Voilà. alors pour donner un exemple, ça peut aider aussi les auditeurs qui nous écoutent. Du coup, j'ai pratiqué le taekwondo sous forme de loisir initialement. Donc, c'était vraiment avec cette idée d'aller voir les copains, de se dépenser ensemble, etc. Et puis, j'ai avancé, j'ai cheminé jusqu'à passer ma ceinture noire. Mais c'était pas prévu au programme initialement. Hmm. Donc, du coup, j'ai passé ma ceinture noire avec beaucoup de fierté et beaucoup d'élan. Et du coup, je me suis mise à préparer ma deuxième dan. Mais là, c'était plus le même objectif, c'était préparer ma deuxième dan. C'était plus aller voir mes Hmm. copains. Et en fait, c'est là où ça a switché. Donc Eh oui. maintenant, voilà, je suis revenue à cette motivation première qui est juste de prendre du bon temps avec les copains. Et c'est pas grave si la deuxième dan, elle se passe pas. Mais vraiment, il y a comme tu dis, ce passage compétition ou en tout cas performance qui fait Hmm. switcher la motivation. Ouais. Mm. Eh oui, alors toi tu es sophrologue, tu es formé à Mind Up Trainer, donc du coup tu as pu réajuster, mais vraiment cet objectif de résultat va être anxiogène et du coup l'anxiété n'est pas quelque chose de fondamentalement agréable. Oui. Donc des obligations, des injonctions, des croyances, des peurs, voilà, parce que la notion de plaisir, elle est est beaucoup moins présente. L'anxiété a pris le dessus. Et là, j'emprunte les propos de Christian Target, voilà, Mhm. puisque je me suis formée à la méthode Target. Et donc, pour lui, l'objectif de résultat est anxiogène. Et donc, il est préférable de se concentrer sur un objectif de maîtrise. L'objectif de maîtrise, parce que le résultat, ben, il dépend aussi de notre adversaire, il ne dépend pas que de nous. Mhm. L'objectif de maîtrise, ben, justement, il est sur une progressivité. Donc, ben, j'ai plaisir à progresser à mon rythme, en fonction de mes capacités. Et du coup,
en fait, c'est un travail de séquentiel qui Mhm. permet d'être dans le plaisir, puisque l'objectif de résultat, il est plutôt haut, il est fort, donc il met la pression, alors que des objectifs séquencés, clairement adaptés, vont apporter cette notion de plaisir parce qu'il y a du résultat immédiat. Ça fait Immédiat. appel au circuit de la récompense, qui, lui, va être moteur de notre motivation. Mhm. Le circuit de la récompense, est-ce qu'on peut préciser un petit peu ce que c'est Alors, je suis pas scientifique, Ouais, tu me non, poses mais presque juste, une voilà. colle, mais alors le circuit de la récompense, voilà, c'est un petit peu pavlovien, hein, c'est-à-dire, il y a une sonnette, je sais que, donc c'est le chien de Pavlov, Mhm. je sais que je vais avoir à manger quand il y a une sonnette, donc la sonnette, elle est associée au plaisir, et donc je vais y retourner. Et donc, dès que, il y a une notion de plaisir, j'ai envie de retourner faire mon activité. C'est un petit peu, alors malheureusement, le circuit de la récompense, il est très très vite happé par ben, les réseaux, par des images qui vont très très vite, par voilà, tout ce qui apporte du plaisir immédiat. Oui, ok. Donc, bien sûr, une performance de ceinture noire, c'est pas un plaisir immédiat. Ça demande des contraintes. Donc, du coup, euh, l'objectif est vraiment de revenir à des petites séquences clairement définies qui vont apporter du plaisir et qui vont nourrir cette motivation. Ouais. Cette notion de plaisir, elle est vraiment, vraiment très importante. Ouais. Alors là, on parle Ouais. beaucoup de sport, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi le monde de l'entreprise, l'éducation. Comment on peut transposer ça au monde de l'entreprise, par exemple? Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Est-ce que toi, tu interviens auprès des managers, de la direction, des collaborateurs? Comment ça se met en œuvre? Comment ça peut se mettre en œuvre? Oui, alors au niveau de... Alors, toute pression de performance va entraîner des tensions. Alors, des tensions physiques, hein, va inhiber notre créativité, Mm. le plaisir du travail, comme dans le sport, hein, va activer des émotions, des peurs, réactiver, je dirais même, puisque il y a aussi des schémas qui sont liés à l'enfance, à cette obligation de résultat, cette obligation de performance, le regard sur soi, le jugement. Et donc, ça prend une charge mentale phénoménale qui ne donne pas espace à la créativité, au plaisir, au plaisir du défi, à la définition d'objectifs précis et satisfaisants. Et donc, on risque de rentrer dans un cercle vicieux qui est contre-performant. Mm. Et quand on lâche la pression, on est beaucoup plus créatif, on voit les choses autrement, hein. La tension physique va nous tendre, la tension mentale va créer un canal qui fait que notre champ des possibles se réduit. Mm. Plus les jugements, du coup, les jugements vont s'en mêler, la crainte de perdre son potentiel, de perdre ses moyens. Et puis là, on est vraiment dans une spirale négative. Mm. Du coup, dans le monde de l'entreprise, est-ce que ça semble judicieux de travailler avec l'équipe entière? D'avoir, je sais pas, une préparation mentale avec un travail sur la cohésion de l'équipe pour que tout le monde soit sensibilisé à ça. Complètement. Ce qui est facilitant, c'est cette alternance d'accompagnement de l'équipe et de l'accompagnement individuel. Ok. Parce que parler de ses peurs, c'est pas simple. Mhm. Euh, mais l'accompagnement par la sophrologie, par le coaching, hein, puisque je mêle ces deux approches qui se renforcent et qui viennent potentialiser aussi tout le panel que je peux offrir, mais aussi ma performance, hein. C'est le fait de cet accompagnement individuel et ce non-jugement que l'on apprend par la sophrologie vis-à-vis de soi-même permet après d'être OK avec ce que je vis, ce que je ressens, avec mes peurs, et du coup être capable d'en parler collectivement, de mieux se connaître, de connaître aussi les axes de tension de mon collègue, du coup pour l'aider à désamorcer, plutôt que de le prendre pour moi-même euh, et du coup de renforcer, bien sûr, la communication euh, à ce pouvoir-là de clarifier, hein, de Mhm. rendre euh, explicite des croyances Mhm. qu'on pourrait interpréter, enfin voilà,
des interprétations qui pourraient venir nourrir nos croyances. Mhm. Ok. Et on parlait aussi de la préparation mentale dans l'éducation. Est-ce que tu aurais un exemple à donner? Ce serait quoi dans les écoles, par exemple? Alors, je ne parlerai pas d'entraînement mental, de préparation mentale, mais plutôt d'entraînement mental Oui, ok. ouais, voilà, dans les écoles. Donc, entraîner cette concentration à Oui. travers des jeux, aller vraiment au niveau du ludique. Euh, Mhm. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les petits tennisman, tenniswoman, voilà, d'entraîner de façon ludique dès le plus jeune âge. C'était ça l'idée. oui, voilà. Et donc, la concentration, finalement, euh, au même titre que le plaisir, va se poser sur les sens, ou plutôt, les sens vont nous permettre d'utiliser notre force concentrative. Mhm. Donc, est-ce que tu veux que je te décrive un petit atelier Ah oui, oui, avec que j'ai plaisir, fait oui. avec des Oui. enfants, par exemple dans le cadre du tennis, mais j'imagine que dans le cadre de l'éducation, moi, c'est pas mon domaine, mais Mhm. dans l'éducation, on peut tout à fait travailler sur ces éléments-là. Pour moi, si je ne comprends pas ce que je fais, je ne peux pas agir dessus. Et les enfants aujourd'hui sont en quête de sens. Aujourd'hui, pas que les enfants, les individus sont en quête de sens. Donc déjà, donner du sens. Donner du sens, si ce sont des injonctions, il faut se concentrer, ça devient un exercice. Il risque fort d'y avoir des réticences, des croyances aussi de ne pas y arriver quand on entend, tu n'es pas capable de te concentrer, tu devrais te concentrer, tu ne sais pas te concentrer. Comment faire les poquets de ça quand on est pris dans une étiquette? Mais par contre, aller travailler sur les sens, donc en fermant les yeux, en écoutant des bruits. Alors j'aime bien, j'ai un petit sac avec plein de choses qui font du bruit. Voilà, je demande euh, aux enfants d'essayer d'essayer de découvrir avec beaucoup de curiosité, hein. Donc ça, c'est très sophrologique, d'être attentif, curieux et de découvrir ce bruit, de l'imaginer, d'imaginer sa forme, l'objet, sa couleur, son poids, etc. Et puis, j'invite à écouter le bruit extérieur. Tiens, il y a des bruits quand même à l'extérieur. Est-ce que vous aviez perçu tous ces bruits à l'extérieur? Ah, ben non, ah oui, ben maintenant comme j'en parle, voilà. Et en fait, la curiosité, vous voyez à quel point elle nous amène à focaliser, à faire focus sur une cible précise. Alors bien sûr, alors je dis, alors est-ce que vous voulez écouter un autre bruit? Alors oui, oui, j'ai envie d'écouter un autre bruit, oui, allez. Alors voilà, je fais un autre bruit avec un autre objet. Puis ensuite, on va à la découverte, on ouvre les yeux, on va à la découverte de l'objet. Alors je demande donc quel était l'objet. Alors c'était un peigne que je faisais résonner avec mes ongles. Alors j'en ai pas là sur moi, je peux pas faire le bruit. Oui. Ou alors comment chacun, alors certains ont découvert, certains ont imaginé un instrument de musique, alors j'ai demandé de quelle couleur, vous l'avez imaginé. Voilà, en fait, c'est tous nos sens qui se déploient au service de la concentration. Hmm. Génial. Et donc ensuite, je travaille sur le Mhm. toucher, voilà, sur le bruit de la balle qui rebondit, en essayant d'être concentré que sur le bruit de ma balle alors qu'il y a le bruit de la balle des autres. Voilà, donc vraiment, vraiment muscler, faire fi de tout ce qui est extérieur. Et puis ensuite, on ouvre. Un musclé, c'est ça, c'est ouvrir la concentration à plein de choses, l'attention à plein de choses, se reconcentrer sur quelque chose de précis. euh, Ouais. et surtout, savoir que l'attention, elle est limitée dans le temps. Donc, il est naturel de s'évader, de s'éparpiller un petit peu. Jean-Philippe Lachaud parle de butiner, d'aller butiner à droite à gauche. Donc, on imagine une petite abeille qui butine, puis d'un seul coup, elle revient sur les meilleurs arômes, sur le cœur de la fleur qu'elle préfère, qui va venir enrichir son miel. Voilà, donc c'est vraiment ce travail de focus, défocus, refocus, on peut dire ça comme ça, qui va venir Et muscler par le par jeu, le ouais, jeu, ouais, c'est ouais, bien hyper sûr. Pas intéressant d'injonction là. pour les enfants. Ouais, Mm. ouais. J'ai une petite question. Est-ce que tu penses que la préparation mentale aujourd'hui, elle est bien rentrée dans les mœurs ou est-ce que c'est encore mal compris? J'ai l'impression que parfois, on ne sait pas trop ce qu'on dit quand les gens parlent de préparation mentale. Déjà, le mot mental est complexe. Oui, tout à fait, ouais.
Voilà, ça fait peur. Alors, l'esprit, ça fait peur aussi. Ça reste très abstrait. Oui. Pourtant, on peut tous en faire l'expérience de cette force du mental, destructeur ou constructif, hein. Mais ça reste tellement impalpable que ça fait peur. Et puis, il y a cette notion aussi de maladie mentale. Alors maintenant, on parle de santé mentale. Oui. J'écoutais je crois que c'est sur France Info, un médecin qui parlait de troubles de troubles de la santé mentale. Alors là, ça m'interpelle Hmm. parce on ne parle pas de troubles de la santé intestinale, par exemple. Oui. Donc ça reste quelque chose je me dis, mais tiens, malgré qu'on parle de santé mentale, ça reste, C'est pas clair, ouais. Ouais, ouais. c'est comme s'il s'agissait encore de quelque chose de tabou, d'une maladie, Hmm. alors que je trouvais que ce terme de santé mentale était plutôt porteur. Mhm. Mais euh, c'est encore compliqué. Mhm. Et la préparation mentale dans le domaine du sport reste encore complexe. Ben, il s'agit aussi d'aller travailler sur soi. Oui. euh, c'est un terrain qui n'est pas simple. Souvent, on y accède pas dans le cadre de la performance, mais dans le cadre de contre-performance, quand vraiment on se rend compte que là, ça va plus du tout, qu'on est dans ce cercle vicieux et qu'on est allé très très bas. Mais quand on est dans le dur, on va peut-être faire appel à un préparateur mental. Quand on est dans le domaine du sport, Hmm. quand on est dans la performance, et je trouve ça bien dommage, on va pas les potentialiser, parce que Oui. c'est dans cet instant que ça peut être aussi hyper porteur. Ouais, oui. C'est vraiment l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'en présentant la préparation mentale, finalement, je me suis rendu compte que, en tout cas dans le monde du sport, eh ben, les personnes ne savaient pas forcément ce que c'était. Les préparateurs, enfin les coachs, les préparateurs physiques ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'on faisait en préparation mentale. Donc il y a encore à faire, même si de plus en plus les sportifs en parlent, les sportifs de haut niveau qui font de la prépa mentale peuvent maintenant en discuter, médiatiser ça. Il y a encore un petit bout de chemin à faire, je pense. Complètement. Beaucoup disent, j'en ai pas besoin. Alors, euh, bon, tu sais, dans le domaine du sport, c'est aussi la même chose au niveau de l'échauffement. Avant, on ne s'échauffe pas forcément, C'est ça. maintenant ça devient important de s'échauffer, de faire de la musculation pour que le corps, Mm. enfin, surtout pour les sportifs de haut niveau, il y a tout ce programme-là. Bon, je pense que bien sûr, le mental, il n'est pas dissocié du corps, il est là tout le temps, tout le temps. C'est un axe qui va venir au service de la performance assurément, mais on ne peut pas convaincre les personnes qui n'en ont pas la conviction. Mhm, bien sûr. Alors j'avais une autre question sur la fluidité, sur l'état de flow. Est-ce qu'on peut essayer de préciser ce que c'est cet état de flow? J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de préparation mentale, ça vient rapidement, on parle de l'état de flow à tout prix. Est-ce que c'est un but en soi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis, est-ce que c'est un but en soi d'atteindre ce fameux état de flow? Alors l'état de flow, donc c'est un état de fluidité, de bien-être, de plaisir dans la réussite. Donc cet état de flow amène vraiment à une performance. C'est cet état où tout notre potentiel se déploie avec facilité. Donc, ça peut être un conférencier qui va vraiment être excellé. Il est dans le plaisir du partage, de la transmission. Dans le domaine du sport, c'est le plaisir du jeu, pas forcément de la réussite, mais le plaisir du jeu, le plaisir du bruit de la balle, le plaisir de l'intention, le plaisir de la force. Il n'y a pas de fatigue. C'est vraiment bah, le Graal. C'est cet état de plaisir ultime. Alors, il y a deux questions dans ta question. Oui. C'est est-ce qu'on doit chercher cet état de flow à tout prix? Eh bien, plus on le cherche, moins on le trouve, Oui, puisque ok. du coup, ça devient un objectif de résultat. Et donc, plutôt qu'aller le chercher, s'entraîner à développer cet état d'être pour y être au plus proche. Mais à partir du moment où j'ai cet objectif d'y être, eh bien, cet objectif va créer une tension et du coup ne me permet pas d'y accéder. En principe, on y accède à notre insu. Ok. Et au moment où on s'en rend compte, au moment où on se rend compte qu'on est dans cet état de flow, il risque bien de disparaître parce qu'il y a la quête d'y rester. Ok. Et là encore,
Pourquoi je m'en rends compte? Parce que je ne suis plus dans la tâche. D'un seul coup, je me dis, ah, je vais peut-être gagner. Ça y est, ou alors le match est gagné, ou le combat est gagné, ça y est. Oui. Mais le problème, c'est que je quitte l'instant présent, je suis déjà dans mon objectif de résultat, et là, tout bascule, puisque je quitte cet instant T. Ok. Donc, Mm. pour résumer, l'état de flow, plus on le cherche, moins on le trouve. Donc, il faut vraiment lâcher cette quête de l'état de flow. Et Et puis, oui, et par contre, pour aller trouver la sensation de plaisir, du mouvement, de l'intention, de la respiration, à nous d'aller le chercher là où on a envie d'aller le chercher. oui. On est vraiment ce plaisir est c'est l'axe pour rentrer dans cet état de flow, mais en quittant cet objectif-là malgré tout. C'est ça. Ce qui n'est pas simple. Oui, Ce qui oui. n'est pas simple. Là, c'est vraiment, on est en équilibre. C'est un équilibre précaire. Mhm. Et d'ailleurs, on peut y rester longtemps tant qu'on ne s'en rend pas compte. Ok. Plus je m'entraîne, plus je me prépare mentalement, plus je m'entraîne. Je fais vraiment cette distinction entre entraînement et préparation mentale. Plus je vais pouvoir atteindre ce Graal, cette Hmm. sensation de flow, ce flow. Là, tu viens de repréciser entraînement mental et préparation mentale. Est-ce qu'on peut juste préciser, je ne suis pas sûre qu'on l'ait bien développé jusque-là. Donc, l'entraînement mental, si on a bien compris, c'est ce qui se vit directement sur le terrain, Oui, à l'entraînement, mais aussi dans notre dans quotidien. notre Hein, quotidien aussi, tout à voilà, fait. c'est vraiment s'entraîner à revenir dans l'instant, à observer nos pensées et peut-être nos jugements. C'est très phénoménologique, hein. Mhm. Sans se juger de ne pas être, sans se juger de se juger, sans se juger d'être dans des injonctions, être vraiment dans cet accueil bienveillant, observer ce qui se donne à vivre et revenir à la tâche. Donc, ça s'entraîne notre quotidien, pardon. Donc, on parle d'entraînement dissocié à la tâche réelle, à l'objectif ou à la discipline. Donc, il est dans notre quotidien. Donc, à nous, par des mini-missions, de savoir s'entraîner, à revenir. Bon, on a tous ces exemples de pleine conscience qui est tellement phénoménologique et tellement sophrologique, de se poser, de savourer un café, de savourer une marche dans la forêt. Voilà. Donc là, on entraîne cette notion de plaisir, d'attention, Mhm. d'être dans l'instant présent. Il y a cet entraînement aussi mental durant l'entraînement, comme on en faisait part au départ Oui. de ce podcast, qui est de s'entraîner, être focus sur des sensations de plaisir, accueillir l'échec, voilà, qui est une démarche difficile, hein, la frustration, etc., pour revenir dans l'instant présent, pour ne pas rester sur un match passé, sur une balle perdue, mais revenir dans le plaisir du jeu, rentrer dans le match tout le temps, y être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, la notion de préparation mentale, alors c'est se préparer, par exemple, eh bien, moi, quand je vais à la piscine, je me prépare sur des exercices précis. D'accord. Donc, je sais quel entraînement je vais faire, là où je vais aller chercher du plaisir, là où je vais aller chercher de la fluidité. Donc, je me prépare mentalement par de la visualisation, Ok. visualisation kinesthésique, tactile, auditive, sensorielle, motrice, pour déjà me mettre dans cet état et aller chercher le plaisir aussi pour activer ma motivation. Ok. Donc, la préparation mentale peut se faire en dehors du terrain. C'est vraiment en amont. Et alors, quand tu parles du terrain, lors d'un match, on ne travaille pas sur le mental, pas Oui. dans de la préparation, mais pas, voilà. Et donc, d'où l'intérêt de s'entraîner et de se préparer pour pouvoir avoir ces outils. Tout comme tu prépares ton kimono, tu t'habilles pas sur le tatami. Oui. Voilà, tout est là et c'est disponible. Mon attention, ma concentration, ma gestion des émotions, ma motivation, cette concentration sur l'instant présent, mes sensations de plaisir, est là avec moi, avec tout le reste. Oui, et ça me fait rebondir sur la notion de répétition et d'entraînement. Vraiment,
Un sportif, ça ne lui viendrait pas à l'esprit de s'entraîner la veille d'une compétition. Il va s'entraîner de longs mois avant. Bon, bah, l'entraînement mental, c'est aussi ça. On ne s'entraîne pas la veille de la compétition. Ce ne sera pas productif du tout. C'est vraiment une création d'automatisme qui se fait sur le moyen long terme. Exactement. Et comme un musicien. Mm. Un musicien, Oui. il répète, il répète. On parle de répétition d'ailleurs. Mm. Hein, c'est pas c'est un terme qu'on utilise dans le domaine de la musique. Et on a l'impression que les musiciens font des impros sur scène. En fait, toutes les impros sont rarement des impros, elles sont Non. préparées. Il y a vraiment une préparation mentale, une Mhm. préparation. Donc, quand on parle de préparation mentale, j'insiste, il y a une préparation kinesthésique, Mhm. motrice, sensorielle. C'est pas que du mental, c'est vraiment le Oui. corps tout entier qui se donne à vivre pendant ces moments d'imagerie mentale ou de visualisation. Mm. On utilise des termes différents pour la même chose. Mm. 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 Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Là, par exemple, je prépare une personne qui va prendre l'avion, qui a peur de l'avion. Ok. Et c'est une préparation en amont, c'est pas le jour où elle va rentrer qu'elle va se dire Oui. qu'est-ce qu'elle m'a dit, Anne. Voilà, il faut que ce soit automatisé. Voilà, Mhm. automatisé. Et lorsque, même quand on automatise, on peut perdre des capacités, mais on pourra les retrouver plus facilement si elles ont été automatisées et si on s'habitue à aller les rechercher. Oui. Rechercher cet automatisme, ça demande une force, ça demande une disponibilité. Si je me laisse envahir par ma peur, le risque est que je n'ai pas cette disponibilité, cette énergie pour en sortir, puisque je suis Mhm. prise par mes peurs et donc je n'ai plus de prise sur la gestion de, de ce que je suis en train de vivre. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu souhaitais aborder, que tu souhaitais nous préciser? Non, juste cet entraînement, on l'a tous connu, on a répété nos tables de multiplication, on a Oui, tout à répété fait. nos poésies. euh, voilà, et puis on a fait du vélo, on est tombé, on est remonté sur un vélo, on a répété, on a répété. Maintenant, on est capable de faire du vélo en chantant, Mhm. penser à toute autre chose. Voilà, et parce qu'on a acquis une fluidité, l'entraînement, également à la conduite. Oui. Aujourd'hui, on réfléchit plus. C'est vrai, la Voilà. conduite est un bon exemple, hein. Les premières Mm. heures de conduite où c'est vraiment un stress incroyable. Et puis au final, on répète, on répète, on répète. Et effectivement, on conduit ensuite de façon tout à fait automatique. Voilà, on l'a automatisé. Oui, c'est vrai. Par contre, quand d'un seul, donc on peut réaliser plusieurs tâches lorsqu'on a automatisé une tâche. Ok. Par contre, dans la conduite, on le voit très bien. Lorsqu'on arrive il y a des bouchons, il y a plus de trafic. Alors là, on peut plus écouter de musique ou alors on baisse le son, on peut plus discuter Oui. avec nos enfants ou avec notre partenaire. On doit revenir très très concentré parce que on n'est plus dans un automatisme. Mhm. Je voudrais, puisque tu me proposes de revenir sur Tout à fait, vas-y. quelque chose qui me paraît important, qui est très en lien avec la sophrologie, puisqu'on a un principe d'action positive en Oui. sophrologie. Ce principe d'action positive, il n'est pas de positiver à tout prix, tu vas y arriver, etc. Alors oui, c'est bien, ça va booster. Tu parlais de booster ce podcast qui va booster, donc on va aller aussi sur le positif. Euh, mais on n'est pas dans le positivisme à tout prix. Et donc, dans ces pensées positives, tu vas y arriver, etc., elles nous montrent qu'on est dans le mental et qu'on n'est pas dans le jeu, qu'on n'est pas dans le plaisir, qu'on Mhm. essaye de retrouver quelque chose, un élan. Donc, plutôt que d'aller se booster, allons, laissons le plaisir nous saisir plutôt que d'être dans cette quête de se convaincre. Parce que quand on cherche à se convaincre, c'est souvent qu'il y a une peur derrière. Alors donc plutôt allons regarder la peur, ok, elle est là, mais il y a aussi de la joie, il y a plein de sortes d'émotions que je peux aller activer. Et puis il y a quelque chose qui est très très fort, qui est en lien aussi avec ce qu'on a dit sur la visualisation, c'est dans ce principe d'action positive, cette formulation positive des choses. Mhm. Hein. C'est-à-dire, voilà, pourvu que je ne perde pas mon match, hein, pourvu que je ne perds pas mon combat, il y a la notion de... Alors là, c'est vraiment, on est purement dans une formulation négative. Il y a Oui. la formulation ne pas, il y a le mot perdre. Et donc Mhm. là, on va activer des peurs. Et quand je formule cette phrase à la forme négative, forcément, il y a une image associée à ce que je ne veux pas voir, à ce que je ne veux pas vivre. Mhm.
Et là, c'est un entraînement à la formulation affirmative. Voilà. J'ai envie de gagner. Alors, j'aime beaucoup ce mot envie parce que si on le met en deux mots, il est envie, il nous met envie. Eh oui. Là, on est vraiment dans la vie, dans la vivance, comme on le dit en sophrologie. Donc, quelle est mon envie? Mon envie, alors mon envie, c'est la finalité. Elle est de gagner. Voilà, parce que je ne suis pas là pour perdre. Mais ça, c'est la finalité. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ces petits moments, dans ces petites missions? Eh bien, ces envies de plaisir, Mm. euh, de fluidité, voilà, de sentir ma raquette, d'écouter le bruit de la balle, voilà, toutes ces petites choses qui vont me permettre d'être dans cette notion de plaisir. Donc Mhm. vraiment, si on doit travailler quelque chose, c'est ces formulations affirmatives qui permettent de définir clairement ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie de réaliser et la manière dont j'ai envie de le vivre. Oui. Hein. Ces étudiants qui viennent à nous et qui nous disent, j'ai peur de rater mon oral d'anglais, ok, t'as envie de quoi? Et il y a tellement cette peur envahissante que l'envie, elle est difficile à formuler. Et c'est un véritable accompagnement à définir cette envie. Et donc, une fois que la personne, elle l'a définie, bah, elle dit, bah oui, en fait, bah oui, j'ai envie de réussir mon oral. C'est tellement évident, mais tellement peu présent, malheureusement. Oui. Et du coup, là, notre force. Alors, je voudrais ajouter aussi quelque chose, si j'ai Oui. le temps, Bien sûr. parce que là, ça y est, je suis partie. Oui, c'est parti, on t'écoute. Il y a une force en sophrologie qui est la phénodescription, la description des phénomènes. Et on a tendance à attendre une séance de sophrologie pour écouter cette phénodescription. Mais on peut au contraire utiliser cette force de description de la sophrologie dans l'entretien d'explicitation. Alors explique-moi comment tu as envie de réussir cet examen. Parce que j'entends là, quand tu parles de ton envie, j'entends qu'elle est là. Comment tu as envie de vivre cet examen? Comment tu as envie d'être? Comment tu as envie d'entendre, d'avoir? Comment tu as envie de regarder l'examinateur? Comment tu as envie que ça se passe? Comment tu as envie de le vivre, hein, de le rendre vivant? Décris-moi. Et là, on éveille la curiosité, on éveille cette notion de plaisir. Et on peut aller plus loin. Et le plaisir, il est où? Parce que souvent, quand dans ton expérience, je suis sûre que tu vas pas invalider mes propos, je n'oserais pas, mais je suis sûre aussi que ton expérience ne pourra pas l'invalider. On a les bons élèves qui viennent Oui. en consultation. Ils ont toujours réussi. Donc, ils ont une peur, c'est à un moment donné, de ne pas réussir. Les élèves qui font le minimum, ils se disent qu'ils peuvent avoir la chance de faire mieux. Mhm. Bons élèves, ils ont cette peur-là. Et du coup, ils ont beaucoup de réussite. Et on peut aller chercher le plaisir de cette réussite qu'ils ont connue. Dans le- Donc pas dans un contexte d'examen parce qu'il y a une pression, mais justement aller rechercher cette notion de plaisir qu'ils ont à communiquer, à exprimer de l'anglais, puisque là on est sur un contexte d'examen d'anglais. Voilà. Et donc, questionner sur il est où le plaisir et quel est le témoin, qu'est-ce qui témoigne que ça te fait plaisir. On va aller plus loin, on va éveiller cette curiosité. Et là, ça va être un... Alors du coup, nous, on a tous les éléments en sophrologie pour conduire une séance de sophrologie, parce qu'on a tellement, tellement de détails. On Oui. ne sait pas, en fait. On ne sait rien du plaisir, de l'examen. Pourtant, on a connu, on a passé un examen, on a passé des examens. On ne sait rien de l'examen de la personne. Il est singulier. Et c'est cette singularité qui fait que c'est vivant pour cette personne. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Mm. Et d'ailleurs, le fait d'être dans cette singularité et de ne pas savoir, c'est une posture que l'on doit adopter en tant que préparateur mental, en tant que Oui, c'est sophrologue. vrai. Mm. Et dans le domaine du sport, j'ai rencontré des agents de sportifs, de handballeurs, qui me disaient, ben, nous, ça nous intéresse d'avoir une préparatrice mentale qui n'est pas handballeuse. Mm. Ouais, Et intéressant. les sportifs recherchent ça parce qu'on va aller les questionner. Il n'y a rien d'évident. Et oui.
On va repartir à Donc, la je ne base. sais rien. Voilà. Donc, je pars de la base de la personne. Et du coup, et c'est sa base, c'est son vécu. À partir du moment où je le sais, le risque, c'est de projeter. Oui. J'ai un exemple très, très fort. Mhm. Pour illustrer mes propos, je coach un pilote D'accord. euh, voilà, dans l'armée. Et donc, il me dit, dans des moments, dans certains contextes, j'ai du mal à dormir à cause des ronflements. Euh, donc, ils dorment dans des espaces partagés. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est des dortoirs, etc., mais enfin, des espaces partagés. Et donc, il y a le ronflement de tous. Je n'ai pas cherché à le questionner davantage à ce sujet. J'ai imaginé ce qu'il vivait. Je me suis laissée emporter. Et donc, ce pilote de chasse, il me dit, dans ces moments-là, on doit être hyper performant. Le fait d'avoir bien dormi est important. Et donc, je lui dis, bah, comment on peut accepter le ronflement des autres? Voilà. Et il me dit, mais en fait, c'est pas le ronflement des autres. C'est mon propre ronflement. On vient me réveiller Ah oui. parce que je ronfle trop fort. Et donc là, j'étais partie sur le fait qu'il était gêné par le ronflement des autres. Donc j'étais complètement à côté de la plaque. Mhm. Et c'est intéressant parce que du coup, ça montre qu'il faut vraiment partir, enfin, faire les poquiers, mettre de côté tout ce que l'on De sait, croyance, toutes nos croyances, etc. c'est la notion d'a priori. Toute connaissance a priori, j'en fais fi. Oui. Pour avoir un regard neuf, vierge, tout a priori, ce qui permet de questionner la personne. Et là, je suis allée un peu trop vite. C'est des erreurs qu'on fait Oui. tous et que je referai, hein, voilà, parce que bah, on ne peut pas être toujours performant. Mhm. Mais par contre, c'est un rappel à l'ordre. Bah là, voilà, je n'ai pas suffisamment questionné et c'est un très très bel exemple. Oui, merci pour cet Mm, exemple, Anne. mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter? Il nous reste quelques minutes ou c'est plutôt complet pour toi? Dis-moi. Non, j'espère. Je suis tellement passionnée, je pourrais en parler pendant des heures. Mais Oui. alors, ce que je pourrais rajouter, je ne sais pas si c'est l'objet du podcast, mais des lectures. Oui, 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 on peut tout à fait. Ouais. Je pourrais les remettre aussi Donc, en description. Oui. j'ai ma liste, voilà, parce que j'ai beaucoup lu pour nourrir ma curiosité, mais aussi pour nourrir ma performance. Mhm. Et donc, voilà, à lire pour les personnes qui seront intéressées. Alors, bien sûr, la Bible de la préparation mentale de Christian Target, mais c'est très, très technique. Oui. Hein, donc ça demande, c'est pas une lecture facile. Pour des lectures plus faciles, et celle qui m'a vraiment passionnée, c'est Focus de Daniel Goleman. Attention et concentration, les clés de la réussite. Voilà, aux éditions Robert Laffont. D'accord. Ce qui m'a vraiment inspiré pour Mind Up Trainer, c'est Timothée Galloway, c'est un Américain, un entraîneur de tennis qui est parti en Inde euh, apprendre à méditer, à prendre la pleine conscience, et il a transformé tout son entraînement et en amenant la personne à être focus sur ses sensations. Et si vous cherchez des vidéos, ce sont des vieilles vidéos, Mhm. vous pourrez trouver, il y a un exemple d'une personne où il donne plein de conseils, plein de consignes d'entraînement et elle n'y arrive pas au tennis. Et puis d'un seul coup, il lui demande de se concentrer sur ses sensations. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Donc, c'est flagrant. Ça s'appelle donc le combat intérieur. Donc, il y a un livre sur le tennis et un livre sur le golf. D'accord. Euh, un livre très intéressant qui est L'intelligence du stress de Jacques Fradin, Ok. voilà, sur les automatismes mentaux, et qui s'oppose à la fluidité. Hein, en sophrologie, on a tous les outils pour désamorcer ces automatismes mentaux qui créent de la tension, du jugement, des interprétations. Donc, Mhm. à partir du moment où on est dans de la tension, il y a tous ces automatismes, il y a plusieurs crans qui vont se mettre en marche et il est simple de désactiver par ces outils de respiration, voilà, donc passer d'un état de fluidité, enfin un état d'automatisme, de tension à un état de fluidité. Et puis aussi une des Bibles qui est Jean-Philippe Lachaud, Le cerveau funambule, comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Voilà, un petit peu plus complexe aussi, Lionel Nakache, Le cinéma intérieur, donc pour tout D'accord. ce dialogue intérieur. Voilà, bon, Ok. mais voilà, ça, ce sont mes Bibles, j'y retourne régulièrement. Très bien. Ok, alors Anne, tu as un adage
C'est l'équilibre au service de la performance. C'est ce qu'on tu m'as dit en préparant ce podcast. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver régulièrement sur tes réseaux peut-être. L'équilibre au service de la performance. J'imagine l'équilibre entre tout ce qu'on vient de dire, la motivation, la performance, la fluidité, l'essence, etc. Trouver le juste équilibre pour rester dans le plaisir et être le plus performant sans se mettre une pression énorme. C'est ça Oui, que ça veut qui dire entraîne une charge mentale et qui fatigue l'esprit, qui fatigue le mental. Et on a du mal à mesurer cette fatigue. Super. Merci Anne, merci beaucoup. Je t'en prie, je te remercie infiniment, Émilie, de m'avoir invitée Avec grand plaisir. et au plaisir d'échanger de nouveau avec toi et de se Super. Eh ben, rencontrer de écoute, nouveau. merci à toi. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode de Mise entre parenthèses. Vous pouvez bien sûr liker, partager et aussi vous abonner à la chaîne de Mise entre parenthèses pour suivre l'arrivée des nouveaux épisodes et pour soutenir ce podcast. Merci à tous et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Merci et à bientôt.